Je crois que nous avons affaire à des professionnels. Bonjour et bienvenue dans ce cours de premier enseignement scientifique consacré à l'énergie solaire. Pour introduire ce cours, nous allons observer l'image suivante. Elle représente notre soleil. La question que nous allons nous poser aujourd'hui, c'est d'où provient l'énergie du soleil. Pour répondre à cette question, nous allons d'abord voir ce qui se passe au cœur du soleil. Ensuite, nous verrons comment calculer l'énergie nucléaire produite par le soleil. Et enfin, nous verrons comment calculer la puissance thermique surfacique reçue au niveau de la surface de la Terre. Que se passe-t-il au cœur du Soleil? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le Soleil est composé à 75% d'hydrogène et 26% d'hélium. Voici un schéma qui montre comment il constitue le Soleil. Notamment, il fait apparaître ici la température. Vous voyez qu'elle est à peu près de 5500 degrés Celsius à l'extérieur du Soleil et elle augmente jusqu'à 14 millions de degrés Celsius au cœur du Soleil, qu'on appelle aussi le noyau. Une autre donnée apparaît ici, c'est la masse volumique qui est de 0,001 à la surface du Soleil et qui augmente jusqu'à 163 grammes par mètre cube dans le noyau. Par comparaison, il faut savoir que par exemple le plomb a une masse volumique de 11 grammes par centimètre cube, ce qui correspond à 15 fois moins que celle du noyau du Soleil. Dans ces conditions de masse volumique et de température, la matière va se trouver dans un état qu'on appelle l'état plasma. Alors je vais vous expliquer en quoi consiste cet état-là. Alors pour cela, je fais apparaître ici de la matière à l'état solide. Imaginons justement que c'est du plomb. Donc les atomes de plomb sont ici figés, bien ordonnés. Lorsque l'on va chauffer ce plomb à l'état solide, on va atteindre à un moment donné la température de fusion. Le plomb va passer à l'état liquide. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les atomes vont avoir une liberté relative. Ils vont pouvoir temporairement se décrocher pour pouvoir de nouveau se raccrocher. Ainsi, les liquides vont pouvoir s'écouler. Ensuite, si l'on continue de chauffer, le liquide va passer à l'état gazeux. Là, les molécules seront quasiment libres. Et ensuite, si l'on continue encore de chauffer, on va atteindre donc l'état plasma. Donc qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a atteint l'état plasma? En fait, les atomes vont perdre leurs électrons. Donc on va retrouver ici le noyau chargé positivement et les électrons autour qui auront acquis leur liberté. Sous l'effet des hautes températures et des hautes pressions, la matière à l'état de plasma va fusionner au cœur du Soleil. Voici une des fusions possibles qui a lieu au cœur du Soleil. Nous avons ici à gauche les deux noyaux qui vont fusionner avec le deutérium et le tritium. Ces deux noyaux sont des isotopes de l'élément hydrogène. Donc ici, vous voyez que la boule en jaune correspond au proton. Nous en avons un proton ici, un proton ici. Ce sont bien deux isotopes d'hydrogène. Sauf qu'ici, on a un neutron et là deux neutrons. Donc là, on va parler de l'hydrogène 2, qui est appelé aussi deutérium. Et ici, nous avons l'hydrogène 3, qui est appelé le tritium. Donc ces deux noyaux vont fusionner pour donner après un noyau d'hélium, avec ici deux protons et deux neutrons, son nom, donc c'est l'hélium 4, He42. Il reste un neutron de symbole N0E. Maintenant, nous pouvons écrire donc l'équation symbolique correspondant à cette fusion, avec les deux noyaux qui fusionnent, le deutérium et le tritium, et qui vont donner naissance à un noyau d'hélium et un neutron. Une fois qu'on a écrit cette équation de réaction nucléaire, on doit toujours s'assurer qu'il y a bien conservation du nombre de nucléons. Donc ici c'est le cas, vous voyez on avait 2 plus 3, 5 nucléons ici, on en retrouve 4 plus 1, 5 aussi, après la fusion. De la même façon, nous devons nous assurer qu'il y a bien la conservation de la charge. Ici on avait 1 plus 1, 2, et là 2 plus 0, 2, donc la charge a bien été conservée. Imaginons que l'on a en notre possession une balance qui nous permet de comparer la masse des noyaux de tritium et deutérium, les deux noyaux fusionnés, avec la masse du noyau d'hélium et du neutron. Qu'est-ce que l'on constaterait? Que le tritium et le deutérium sont légèrement plus lourds que l'hélium et le neutron. Dit autrement, au cours de la réaction de fusion, de la masse a disparu. On constate une perte de masse d'environ 0,04 10 puissance moins 27 kg. De masse qui a disparu, en fait, s'est transformée en énergie. Et c'est au début du XXe siècle qu'Albert Einstein a énoncé sa fameuse formule donnant l'équivalence masse-énergie delta E égale delta M fois C carré. Avec delta M, donc la perte de masse exprimée en kg, c'est la célérité de la lumière qui vaut 3,010 puissance 8 mètres par seconde, et delta E, donc l'énergie libérée qui s'exprime en joules. Le Soleil perd-il beaucoup de masse? On estime que sa perte de masse par seconde est d'environ 4 millions de tonnes. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que c'est peu? Pour le savoir, je vais calculer la masse qu'il va perdre sur toute sa vie et faire le rapport de cette masse sur sa masse totale. Ainsi, je vais savoir si cette perte de masse est significative ou pas.
Donc pour ça, il me faut l'âge du Soleil qui est estimé à 4,6 milliards d'années et on sait qu'il est à la moitié de sa vie. De plus, il me faut aussi la masse du Soleil qui est de 2 10 puissance 30 kg. Si je fais le calcul suivant, donc là j'ai pris la perte de masse du Soleil par seconde. Donc 4 millions de tonnes, ça fait 4 10 puissance 6 tonnes. Une tonne c'est 1000 kg, donc ça fait 4 10 puissance 9 kg. Que multiplie 60, ça c'est le nombre de secondes dans une minute, fois 60, là c'est le nombre de minutes dans une heure, fois 24, le nombre d'heures dans une journée, fois 365, le nombre de jours dans une année, fois l'âge du Soleil, multiplié par 2 parce qu'on considère qu'il y a la moitié de sa vie. Donc là j'ai bien calculé la masse qui va être perdue au cours de sa vie par le Soleil. Et je le divise par la masse du Soleil, fois 100 pour l'avoir en pourcentage, et j'obtiens 0,06%. Donc dit autrement, la perte de masse du Soleil pendant toute sa vie est très faible par rapport à sa masse totale. Donc on peut dire que la perte de masse du Soleil est ridicule. Avant de continuer, nous allons faire un petit rappel sur des grandeurs. La première grandeur, c'est l'énergie, que l'on notera ΔE, qui s'exprime en joules. La deuxième grandeur, c'est la puissance, que l'on note grand P, qui s'exprime en watts. Alors pour bien vous remettre en tête la relation qu'il y a entre ces deux grandeurs, je vais prendre l'exemple d'un micro-ondes. Un micro-ondes a pour but de réchauffer les aliments. Et pour cela, on joue sur deux paramètres. Le premier, c'est la puissance, et le deuxième, c'est la durée. Et le résultat que l'on obtient, en fait, c'est le produit de ces deux paramètres. ΔE égale P fois ΔT. Par exemple, si je mets une petite puissance, il va falloir que je mette une durée relativement élevée. Inversement, si je mets une grande puissance, là, je vais pouvoir baisser la durée. Parce qu'en fait, ce qui compte, donc, c'est le produit de P fois ΔT. Ainsi, je peux aussi exprimer la puissance en fonction de ΔE ΔT et j'obtiens P égale ΔE sur ΔT. ΔE étant en joules, ΔT en secondes et la puissance donc sera en watts ou joules par seconde. Après cette relation, je peux dire que la puissance correspond à un débit d'énergie. Troisième grandeur, c'est la puissance surfacique, que l'on notera grand I et qui s'exprime en watts par mètre carré. Puissance surfacique, c'est quoi? C'est la puissance émise ou reçue par certaines surfaces, mais ramenée à 1 mètre carré de cette surface. La puissance surfacique peut se calculer en faisant le rapport de la puissance sur la surface. La puissance va s'exprimer en watts, la surface en mètre carré, et donc la puissance surfacique en watts en mètre carré. Pour bien comprendre ce que signifie cette grandeur, je vais faire apparaître le schéma suivant. Imaginons qu'on a un spot lumineux qui éclaire avec un faisceau de 1 mètre carré. Ce spot produit une certaine puissance de 1000 watts. Donc si j'éclaire avec ce spot perpendiculairement à une surface, la puissance surfacique sera de 1000 watts par mètre carré. Par contre maintenant, si j'incline le faisceau par rapport à la surface éclairée, et donc la surface éclairée passe de 1 à 2 mètres carrés, en fait là, la puissance surfacique aura été divisée par 2 et j'aurai plus que 500 watts par mètre carré. C'est le principe de la différence entre l'été et l'hiver, où en été, les rayons du soleil arrivent perpendiculairement à la surface du sol. Par contre, en hiver, ils sont inclinés et donc auront une puissance surfacique plus petite. Et donc la puissance surfacique reçue au niveau du sol sera inférieure. Quelle est la puissance thermique surfacique issue du Soleil reçue par la Terre? D'abord, on sait que la puissance thermique produite par le Soleil est de 3,87 10 puissance 6 watts. Donc voici un schéma qui représente au centre le Soleil avec son rayon ici 7 10 puissance 8 mètres. Et en blanc, vous avez l'orbite de la Terre autour du Soleil, avec ici la distance qui sépare l'orbite de la Terre du centre du Soleil. Tout d'abord, un petit rappel, comment est-ce qu'on calcule la surface d'une sphère? C'est 4pi fois r carré, où r est le rayon justement de la sphère. Je vais d'abord calculer la puissance surfacique au niveau de la surface du Soleil. Pour ça, je vais prendre la puissance produite par le Soleil et je vais le diviser par la surface du Soleil, donc 4pi fois son rayon, donc 7 10 puissance 8 au carré. Et j'obtiens 6,3 10 puissance watts par mètre carré. Maintenant, je vais faire le même calcul, mais au niveau de là où se trouve la Terre. Donc à ce moment-là, je reprends la puissance du Soleil, et là, je vais diviser par la surface de la sphère qui contient l'orbite de la Terre. Donc en fait, c'est le même calcul, sauf que je remplace le 7 10 puissance 8, qui était le rayon du Soleil, par 1,5 10 puissance 11, qui correspond à cette distance convertie en mètres, puisque les kilomètres, on va faire fois 10 puissance 3, donc ça fait 10 puissance 9 mètres, et comme j'avais 150, j'ai écrit 1,5, donc ça fait 1,5 10 puissance 11 mètres. Et là, on obtient 140 watts par mètre carré.
Donc on voit bien que la puissance surfacique a diminué entre la surface du Soleil et au niveau de la Terre. Pourquoi? Parce que cette puissance 3,87 10 puissance 26 watts est bien conservée dans l'espace, mais comme la surface sur laquelle elle se répand augmente, forcément la puissance surfacique diminue. Quelle est la puissance thermique surfacique reçue à la surface du sol? Donc on vient de voir que au niveau de l'extérieur de l'atmosphère terrestre, la Terre recevait 140 watts par mètre carré. Cependant, tout ne va pas arriver au niveau du sol. En effet, 30% va être réfléchi par l'atmosphère, donc renvoyé vers l'espace, ce qui correspond à 42 watts par mètre carré. 20% vont être absorbés par l'atmosphère, donc 28 watts par mètre carré, et uniquement 50%, donc 70 watts par mètre carré, vont traverser l'atmosphère et donc être reçus par la surface du sol de la Terre. Pour conclure, revenons à la question que l'on s'était posée lors de l'introduction et qui était d'où provient l'énergie du Soleil. Longtemps, l'homme a pensé que le Soleil était constitué d'un combustible et que c'était justement la combustion de celui-ci qui produisait son énergie. Or, maintenant, et ce depuis pas si longtemps, puisqu'en fait c'est à partir de 1920 que les scientifiques ont compris que ce qui produisait l'énergie du Soleil, c'était en fait des réactions de fusion au sein du noyau du Soleil. Tant que l'homme n'avait pas compris ce qu'étaient les réactions nucléaires, il ne pouvait pas découvrir donc la provenance de l'énergie du Soleil. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et à bientôt. C'est de toute beauté.